Voilà, si je vous demande le micro, c'est mieux. Bonjour Noël, bonjour tout le monde. Donc on va démarrer cette petite conférence sur la douleur. Nawal, tu veux d'abord dire quelque chose? Faut que tu mettes ton micro. OK. Bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre de série de conférences que nous donnons à la communauté de ESPEC, l'École supérieure de psychologie énergétique clinique, aujourd'hui, la conférence est autour de la gestion de la douleur ou bien la prise en charge de la douleur par la psychologie énergétique clinique. Avec nous, comme d'habitude, Yves Wautier-Freeman, psychothérapeute spécialiste de trauma simple et complexe et les phobies. Il est aussi spécialiste des troubles de l'attachement. Donc, la conférence va durer 1 heure, comme les toutes dernières. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup, Yves. Merci Noël, merci les specs. Puis à tout bientôt, hein, puisque Oui, mardi j'arrive, donc oui, ça se rapproche. Bien, donc merci à tout le monde de participer ce samedi. Vous pouvez utiliser le chat pour écrire vos questions, hein, c'est le plus facile. Voilà, donc je vais un peu vous parler de la douleur. La douleur, évidemment, c'est un concept qui est, on va dire, polyforme hein, ou polymorphe, plus exactement, donc parce qu'il y a la douleur physique, évidemment, puis il y a aussi la douleur émotionnelle. Donc je vais déjà un peu parler de ces deux éléments, puis après on va voir un peu comment on peut le travailler ou que peut-on faire pour s'en soulager. Donc la douleur, c'est d'abord une expérience sensorielle, hein, donc on l'utilise, on la vit par nos sens, et émotionnelle, désagréable normalement. Évidemment, il y a des petits profils un petit peu sadomaso qui pourraient aimer la douleur de prime abord. C'est plutôt une expérience désagréable. Elle est associée aussi à un dommage tissulaire parce que ça joue sur notre corps, hein, donc qu'il soit réel ou potentiel, parce que parfois, cette douleur, c'est aussi un signe de prévention pour nous prévenir que nous sommes en train de nous mettre en danger. Et la douleur est là pour vocation d'essayer de nous éloigner d'une blessure plus importante. Et donc la réaction sensorielle et émotionnelle sert à ça. Par exemple, il y a des personnes qui sont énervées, donc
innervées, il n'y a plus de nerfs, elles ne sentent pas la douleur, avec parfois des situations qui peuvent être cocasses, hein, qui peuvent être amusantes, ou au contraire très très gênantes. Je donne juste cette anecdote parce que c'est quelque chose que j'ai connu. Donc en 1978, j'ai eu un assez grave accident au niveau du genou. En 80, j'ai été opéré et suite à cette opération, du côté droit, pardon, côté gauche la première fois, euh, non, pardon, côté droit, je dis bien. Donc, je n'avais plus de nerfs. Donc, je ne sentais plus le genou hein, parce que les nerfs avaient été coupés. Donc, même s'ils avaient opéré, etc. Donc, je n'avais pas de sensibilité. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai une sensibilité qui est moindre du côté droit que du côté gauche parce que les nerfs n'ont jamais repoussé complètement comme ils auraient dû. Et ça a joué des tours un peu amusants. Quand j'étais à l'université, par exemple, ou plutôt juste après l'université, j'ai comme ça pas mal d'amis qui sont venus me trouver en disant, mais hein, tu me draguais hein, à l'université. Et je dis, ah bon? Je dis, non, je te jure. Je dis, si, si, tu me faisais du genou. Tu me faisais du genou tout le temps. Donc, quand j'étais assis à côté des gens, comme je n'avais pas de sensation, je ne sentais pas. Donc je peux faire du genou à un homme comme à une femme, je ne m'en rendais pas compte. Et donc, certains s'étaient fait des films, évidemment, dans leur histoire. Donc, la douleur, c'est un signal où les sensations, ça va servir à nous donner des informations sur notre état mental, sur notre état intérieur, sur notre état physique, physiologique. Et donc, évidemment, c'est des perceptions qui sont importantes et qui peuvent avoir aussi des conséquences, évidemment, sur notre morale, sur nos émotions, etc. Donc, à la base, c'est un mécanisme de défense naturelle de l'organisme qui nous alerte sur une éventuelle blessure ou maladie, hein, donc une faiblesse, une fragilité. La douleur peut être aiguë, survenant soudainement, hein, en réponse à ce qu'on appelle un stimulus, on appelle ça nociceptif. Noci, hein, c'est nocere, c'est nuire, donc c'est quelque chose qui est nuisible. C'est comme une brûlure ou une coupure, par exemple, hein, on va le sentir. Ou chronique, ça peut être persistant, ça peut être aussi, enfin, ça peut être persistant pendant une longue période de temps. Voilà, donc en gros, ça peut être soudain et tout aussi rapidement disparu, comme ça peut perdurer dans le temps, etc. Il y a un certain type de douleurs sur lesquelles vous aurez peut-être plus de facilité de résistance et d'autres sur lesquelles vous avez plus de difficultés. Par exemple, les douleurs sourdes, c'est des choses que personnellement je résiste assez bien suite à toutes les opérations que j'ai eues, parce que bah, à force d'être habitué à un certain degré de douleur, ben, on les fasse un petit peu, hein, j'expliquerai. On peut se mettre dans un état modifié de conscience pour ne plus sentir ça. Et par exemple, des douleurs plus aiguës, c'est plus compliqué parce que ça se revient et on n'a pas nécessairement le temps de se préparer. Donc, je sais que par exemple, j'ai une moindre résistance aux douleurs aiguës parce que ben, on ne sait pas mesurer quand elles arrivent et donc c'est plus compliqué à moduler. Sur le plan physiologique, la douleur implique aussi un processus complexe. Ce processus complexe, il va impliquer des signaux électriques, hein, bioélectriques, qui sont envoyés par les nocicepteurs. Hein, donc, ce sont vraiment des petites capsules des récepteurs de la douleur le long des voies nerveuses jusqu'au cerveau. On a d'ailleurs observé dans certaines études que parfois, lorsqu'on approche une aiguille, on voit déjà la cellule qui réagit avant même qu'il y ait eu contact ou perception. Donc, on pense qu'il y a une forme de champ énergétique sur lequel la personne est déjà sensible et le corps réagit et l'information arrive déjà au cerveau avant même que le cerveau n'ait pu se rendre compte qu'il y avait eu un contact. Donc on sait que, hein, vous savez que nous avons deux, trois cerveaux. Il y a le cerveau principal hein, avec nos deux hémisphères, mais on a aussi ce qu'on appelle le cerveau au niveau du ventre, le cerveau aussi au niveau des intestins, parce qu'il y a effectivement beaucoup de neurones qui se situent dans ces zones-là et il y a des échanges qui se font. Par exemple, il y a 80% des informations qui viennent du corps qui vont vers le cerveau et uniquement 20% des informations qui viennent du cerveau vers le corps. Donc, on a beaucoup plus d'échanges corporels corps-cerveau que cerveau-corps, et donc ça va évidemment aussi nous impacter. Donc, ces fameux récepteurs de la douleur, on les trouve le long des voies nerveuses jusqu'au cerveau. Le cerveau interprète ces signaux comme une sensation de douleur et déclenche des réponses émotionnelles et comportementales en conséquence. Hein. J'enlève ma main, je bouge mon pied, bref, je ne vais pas, par rapport à une agression, je vais réagir de façon à me protéger. Vous vous souvenez qu'on a toujours ce fameux mécanisme de défense, d'attaque et de fuite. Ici, ça va être évidemment la fuite, hein, l'éloignement. Si vous ne pouvez pas ni attaquer ni fuir, eh bien, vous pouvez vous couper. Hein, ça va déclencher des réponses de dissociation.
Par exemple, je me rappelle mon grand-père, que j'adore. Enfin, il est décédé évidemment il y a longtemps maintenant, mais mon grand-père passait son temps, il arrivait qu'une plume et il me chatouillait la plante des pieds quand j'étais à l'hôpital dans un plâtre. Donc je ne pouvais pas bouger, hein, première opération au genou. Et donc, et donc évidemment au début, c'était très très énervant parce que je sentais bien, ce n'était pas une réelle douleur, mais je sentais bien que c'était une sensation que je n'aimais pas trop. Et à force de le faire, ben, je me suis habitué, donc j'ai pu acquérir la capacité de me couper, hein. Donc c'est des choses que vous avez peut-être déjà connues. Hein, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, ben, on prend sur soi et on va pouvoir diminuer la perception de la douleur, le ressenti de la douleur. Donc, le cerveau interprète ces signaux comme des sensations et ce sont des réponses émotionnelles et comportementales qui vont se déclencher en conséquence. La douleur peut être influencée par plein de facteurs différents, y compris des facteurs physiques, psychologiques, sociaux aussi. Par exemple, l'anxiété, la dépression, le stress, les croyances personnelles sur la douleur peuvent influencer la perception et la tolérance à celle-ci. Donc, si vous êtes persuadé que vous allez avoir mal, vous êtes déjà en train de faire de l'autoconditionnement. Hein, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices de Schultz. C'est des formes d'auto-hypnose où on se fait de l'auto-hypnose, mais négative, évidemment. Euh, voilà, donc tous ces facteurs peuvent influencer la perception de la tolérance à la douleur. De même, des facteurs environnementaux, tels que le soutien social, l'accès aux soins de santé, les expériences passées de douleur peuvent également jouer un rôle dans la manière dont nous ressentons la douleur. Si je me sens soutenu, ça peut me diminuer la perception de la douleur parce qu'une partie de mon cerveau va ressentir des émotions positives. Ça va déclencher la sécrétion d'endorphines, hein, de sérotonine, voilà, de dopamine, donc des hormones plutôt positives qui vont m'aider à mieux supporter la douleur. Et si évidemment je focalise mon attention sur quelque chose de différent, je peux également avoir une perception de la douleur qui va être moindre grâce à cela, parce que je peux vraiment m'en couper. Euh, voilà, donc il est important de reconnaître que la douleur, c'est une expérience subjective et individuelle. Donc c'est vraiment subjectif. On ne sait pas le mesurer réellement, enfin on peut le mesurer, mais ça va se faire sur base de tests, par exemple, de questionnaires, et on va estimer que voilà, le niveau de perception de la douleur est de X%, mais c'est purement subjectif parce qu'il y a tous ces facteurs internes et externes qui vont influencer ma perception. Donc, la gestion de la douleur peut nécessiter une approche multidisciplinaire, hein. Donc, il y a de plus en plus dans les hôpitaux des départements qui s'occupent de ce qu'on appelle l'algologie, hein, donc vraiment le travail sur la douleur. Et cette approche multidisciplinaire va prendre en compte les aspects physiques, psychologiques et sociaux pour évidemment essayer de diminuer la perception douloureuse de celle-ci. Il existe de nombreuses stratégies de gestion de la douleur, hein, vraiment beaucoup, y compris les médicaments, hein. Donc, on peut passer par des médications, des antidouleurs, euh, on peut des anxiolytiques, etc., pour calmer l'anxiété générée à l'idée d'avoir mal, par exemple. Des thérapies physiques, des approches psychologiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, le tapping dont on a déjà parlé parce que ça fait partie d'ailleurs des thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, avec ce qu'on appelle les approches bifocal multisensory activation. Donc, c'est vraiment des activations bifocales et multisensorielles qui peuvent aider à diminuer la douleur. On sait d'ailleurs que certains points d'acupression qu'on va utiliser, par exemple ici, l'extra point 1 au niveau de l'oreille, ce qu'on appelle Shen Mai en chinois, donc c'est vraiment vers le dessus avant du petit rebord de l'oreille. C'est un point qui diminue la tension sanguine. C'est un point qu'on utilise en RIMAP, hein, Read Ice Movement Acupressure Psychotherapy. Donc c'est une formation qu'on donne à l'ESPEC. Eh bien, ce point-là, plus particulièrement, diminue la tension sanguine au niveau du cerveau et par là même diminue la perception de la douleur. Donc c'est un point qu'on peut stimuler. Il existe d'ailleurs en auriculothérapie, je pense, des choses qu'on fait, et même avec des aimants. Parfois, on va mettre des petits aimants qui vont pincer légèrement, ou même une pince à linge si vous avez envie. Ce n'est pas discret, évidemment, mais on peut pincer pour diminuer la perception de la douleur. Euh, voilà, donc au niveau des stratégies, la relaxation évidemment, la méditation, tout ce qui touche à l'hypnose, les approches complémentaires comme l'acupuncture, la massothérapie, bref, tout ce qui va amener une détente physique ou des informations dans notre corps, dans notre système, que nous sommes en sécurité et donc nous pouvons nous détendre tout simplement. Euh, la douleur émotionnelle, elle, est un petit peu plus particulière puisqu'elle repose à la base sur des émotions qui vont générer des sentiments et des sensations en lien avec ça, puisque
la tête influence le corps influence la tête. À la base, cette douleur émotionnelle n'est pas une douleur qui repose sur quelque chose de réel au niveau physique, sauf que ça peut le devenir. Par exemple, la douleur émotionnelle, euh, c'est aussi ce qu'on appelle la douleur psychologique ou la souffrance émotionnelle. Elle fait référence à la détresse mentale et psychologique ressentie en réponse à des événements ou à des expériences qui vont provoquer des sentiments négatifs. Donc, tels que la tristesse, la colère, la peur. Ça pourrait être aussi le dégoût. Donc, voilà, le dégoût. Ça pourrait aussi aller un petit peu plus loin, donc vers plutôt des sentiments, des choses déjà un peu plus construites, comme la honte, la culpabilité, etc. Euh, voilà, et donc cette peur, cette tristesse, cette colère, cette anxiété, cette culpabilité, contrairement à la douleur physique qui est associée à des dommages tissulaires, la douleur émotionnelle, elle, elle est liée à des facteurs psychologiques et sociaux, donc le regard que je porte sur moi-même, le regard que l'on porte sur moi qui vient de l'extérieur, hein, la honte par exemple, qui peut entraîner finalement une croyance que je me sens coupable, et donc qui peut générer une culpabilité avec tout son poids de souffrance émotionnelles et qui peuvent devenir physiologiques. Euh, un des exemples les plus classiques, tout ce qui touche aux maladies auto-immunes en général, dans ces approches psychocorporelles, tout ce qui touche aux maladies auto-immunes sont en général, ou ce qu'on appelle parfois aussi les maladies orphelines, ce sont en général en lien souvent avec des sentiments de colère, des émotions de colère, pardon, qui ne peuvent pas être entendus, ne peuvent pas être exprimés et qui finissent par se retourner contre nous-mêmes parce que toute cette tension, au lieu de l'évacuer, on l'accumule et ça va provoquer par exemple de la fibromyalgie et des choses comme ça. Donc c'est vrai que je suis assez attentif lorsqu'on touche à des situations où les personnes portent des douleurs, aller vérifier toutes les situations où il pourrait y avoir de la colère rentrée, de la frustration, des choses qui n'ont pas pu être entendues ou exprimées. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte, en tout cas. Donc, euh, la douleur émotionnelle peut aussi résulter de diverses situations, peut-être que la perte d'un être cher, hein, évidemment, tout ce qui touche au deuil, la rupture d'une relation, hein, l'abandon, le stress au travail, les traumatismes passés, les conflits familiaux, les difficultés financières hein, qui vont générer un stress de base ou de fond, les problèmes de santé mentale aussi, il peut y avoir des pathologies, des états dépressifs, des troubles de la personnalité ou des comportements. Euh, Toute autre expérience qui perturbe l'équilibre émotionnel d'une personne, tout simplement. Donc les agressions, les accidents, voilà, les faits de vie, entre guillemets, où on est au mauvais endroit au mauvais moment et on subit une situation dans laquelle on se retrouve dans une certaine forme d'impuissance. Il est d'ailleurs à noter que lorsque vous êtes plus en impuissance qu'en action, il y aura souvent un impact beaucoup plus important au niveau du trauma que si vous pouvez être dynamique dans la situation. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles je travaille en thérapie, c'est toujours essayer de trouver une solution où la personne peut passer d'un stade passif, où il a subi, à un stade actif, y compris par rapport au deuil, par exemple. Hein. Par rapport au deuil, je conseille souvent aux personnes d'imaginer comment ils pourraient témoigner de l'amour qu'ils ont reçu des personnes décédées dans leur quotidien pour qu'ils arrêtent d'être dans l'impuissance par rapport à ce qui s'est produit, puisque évidemment, je ne peux pas ressusciter la personne, mais je peux en tout cas témoigner de l'amour que j'ai pour elle ou de l'amour que j'ai reçu d'elle dans mon quotidien par mes propres comportements. Et donc, c'est une des façons de travailler sur le deuil, par exemple, que je vais utiliser, notamment sur le deuil d'enfant, hein, où il n'y a pas beaucoup de justice. Et donc, ça peut donner une perception et une perspective au patient qui sera différente et qui lui permettra de faire une digestion du deuil dans les meilleures conditions, mais surtout de transformer sa vie comme une forme de témoignage, de flambeau, de lumière, d'amour qui va transmettre. Euh, donc, elle peut se manifester aussi de différentes manières, y compris les sentiments de tristesse profonde, de désespoir, d'isolement. Donc là, on retrouve des notions qui vont toucher à la dépression, par exemple, mais la colère, l'anxiété, la honte, la dévalorisation de soi. Et donc, si on arrive à la dévalorisation de soi, ça peut tout à fait se raccrocher avec les blessures d'attachement dont on a déjà parlé dans d'autres conférences. Je rappelle, la blessure d'attachement, si on n'a pas une sécurité émotionnelle et affective suffisante dans les premières années, eh bien, on va avoir une difficulté à construire l'estime de soi qui va nous rendre plus fragiles par rapport à l'extérieur. Ça peut générer un manque de confiance en soi qui elle-même peut générer un manque d'affirmation de soi. Et cet ensemble peut amener de la dévalorisation, évidemment. Et c'est le terreau fertile, hein, comme le Nil peut être le terreau fertile de l'Égypte.
mais ça peut être le terreau fertile ici des états dépressifs, de la dépression et de la tristesse de fond. La douleur émotionnelle peut aussi avoir un impact significatif sur le bien-être mental et physique d'une personne. Et si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, des troubles de l'alimentation, plus d'appétit, etc., des troubles de stress post-traumatique ou des comportements d'automutilation ou suicidaires. Donc c'est clair que ce type de situation peut impacter très fortement les gens. Juste avant notre session, j'ai observé que, comment dire, c'est pas observé, j'ai reçu un message via Messenger d'une amie que j'ai pas vue depuis très longtemps et qui, semble-t-il, vécu des choses pas simples, a voulu mettre fin à ses jours il y a quelques semaines d'ici, hein, donc là, elle a osé m'en parler et elle me demandait si je pouvais l'aider en exprimant aussi sa difficulté parce qu'elle est évidemment dans une grosse difficulté financière. Et je lui dis, bah, évidemment, il n'y a pas de souci, hein, je vais t'aider, t'accompagner. Le but étant après de pouvoir l'autonomiser et puis éventuellement la référer vers des élèves aussi à un moment donné qui ont besoin de s'entraîner. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro, donc ayez la gentillesse de fermer vos micros quand vous accédez ici aux salles. Donc je ne sais pas qui parle, mais il y a quelqu'un qui parle. Ok, donc Karim, je te laisse gérer ça, comme ça je peux rester centré sur la conférence. Voilà, donc ce type d'état dépressif qui peuvent être suite à un choc émotionnel, une rupture, des accidents de vie, il faut vraiment en tenir compte dans les ego states, dans ce qu'on appelle les états du moi. C'est ce qu'on appelle le roi des pompiers, hein. Je rappelle, en ego state, c'est la partie blessée, le trauma, on va l'appeler l'exilé, qui va développer un fardeau qui se traduit par des émotions particulières de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, de peur, parfois de colère. Et ce fardeau est là pour attirer notre attention sur le problème, pour qu'on s'occupe de la partie blessée. Mais si je n'ai pas cette capacité, parce que l'environnement ne le permet pas, ou je suis trop jeune, tout simplement, mon cerveau émotionnel n'est pas encore à maturité, hein, il sera à maturité aux alentours de 25 ans, à ce moment-là, mon système n'arrive pas à digérer. Et donc, je peux avoir l'apparition d'autres sous-personnalités, hein, les protecteurs, qui peuvent se diviser en deux groupes. D'abord, les pompiers, qui vont chercher à éteindre la souffrance par la mise en place de mécanismes de défense, tels que les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies et les comportements excessifs. Le roi des pompiers, c'est la tentative de suicide. Le système pense qu'il n'a plus d'autre choix que la mort pour arrêter la souffrance, et c'est le passage à l'acte. Et dans un deuxième temps, l'autre protecteur, ce sont des managers, des parties très contrôle, qui vont chercher à contrôler et qui peuvent lutter contre d'autres protecteurs, d'autres exilés, hein, puisqu'on peut avoir plusieurs blessures, plusieurs traumas. Et les managers, eux, vont générer d'autres formes de contrôle qui peuvent amener, par exemple, des polarisations, c'est vraiment des luttes intestines entre nos différentes blessures et leurs protecteurs. Ça peut amener la procrastination, donc la difficulté de se remettre en branle, en mouvement, etc. La dépression, très souvent, le passage à l'acte de suicide, c'est un appel au secours, mais c'est peut-être aussi simplement parce que le système pense qu'il n'y a plus d'autre solution. Il veut mettre fin à la souffrance et donc il n'est plus en contact avec l'extérieur, il s'est isolé et il lâche prise. Attention, dans les prises de médication, il y a toujours un moment, il y a toujours 2, 3 semaines qui sont dangereuses parce que le changement de médication peut faciliter un passage à l'acte parce qu'une partie de la médication peut désinhiber, par exemple, par rapport aux angoisses ou à la dépression. Et à ce moment-là, ben, certaines parties en profitent pour essayer d'exprimer leur souffrance. Et s'il n'y a pas de possibilité de l'exprimer ou s'il n'y a pas d'environnement accueillant ou de suivi thérapeutique suffisant, c'est souvent à ce moment-là qu'il peut y avoir un passage à l'acte. Donc, c'est des moments très dangereux. Donc, lorsque vous avez des patients ou vous-même dans la famille des gens qui commencent à prendre une médication, soyez très attentifs dans les premières semaines parce que ça peut parfois être l'opportunité pour le système de passer à l'acte en imaginant que c'est la seule solution. Évidemment, il y a d'autres solutions, mais voilà, ça peut arriver. Euh, Ça peut même aller beaucoup plus loin, hein. Par exemple, en Belgique, dernièrement, une jeune fille de 22 ans, 23 ans, qui avait des troubles de la personnalité, des personnalités multiples, qui a été, je pense, mal accompagnée par certains psychiatres ou thérapeutes, a demandé un suicide assisté, ce qui est autorisé maintenant dans la loi belge, aux Pays-Bas aussi, en France, il y a des lois un peu, en Allemagne, il y a des lois un peu particulières. Et cette jeune fille, qui était en dépression profonde, aurait pu, je pense, être aidée différemment,
dans les bons objectifs thérapeutiques, mais elle ne l'a pas été. Quelqu'un qui était très dans la psychanalyse pure, et évidemment, à un moment donné, ça avait ses limites. Voilà. Et donc, la personne a demandé, a obtenu au niveau légal le fait de pouvoir se suicider légalement avec un soutien médicamenteux. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est un gros gâchis, hein. Je pense qu'il y a des circonstances, mais il y a vraiment des thérapies qui actuellement permettent de sortir, quand on revient vers les aspects psychocorporels, on peut vraiment décharger très fortement le système et éviter ce type de drame. Voilà. Donc ça, c'est assez important pour moi. Alors, la douleur émotionnelle peut aussi avoir un impact significatif sur le bien-être. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est important de reconnaître et de traiter la douleur émotionnelle de la même manière que la douleur physique. Donc, il ne faut pas faire de différence. Pourquoi? Parce que l'un peut impacter l'autre et l'autre peut impacter l'un. Donc, les deux éléments sont liés et c'est très, très important. Je rappelle que, par exemple, les fameuses lunettes Psyo, hein, dont Nawal peut vous parler, ou peut-être qu'un jour on parlera de la lumino. Donc, ce sont des lunettes un peu comme celle-ci. Ouais, c'est des lunettes un peu particulières sur lesquelles il y a une stimulation lumineuse. Alors, je ne sais pas si moi je peux l'ouvrir. Oui, voilà, ici par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a une couleur un peu particulière. Hein, ça peut être stimulé. Eh bien, par exemple, tous les soutiens au niveau de la lumière, je vais couper l'appareil, je vais le laisser charger. Oups, je fais une bêtise. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, la lumière peut être très soutenante pour tous les états dépressifs et notamment éviter les passages à l'acte, y compris les dépressions postpartum, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, Attendez, qu'est-ce qu'il me veut? Non, non, j'ai pas besoin de sauvegarder. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment important parce que ça peut être des soutiens, parfois c'est physiologique pur, hein. La lumière a un impact énorme sur nos humeurs, mais aussi forcément sur la douleur également, puisque si je suis plus sensible, ben, j'aurai une perception plus grande de ces phénomènes de douleur. Donc ça veut dire que il faudrait imaginer vraiment impliquer, rechercher un soutien professionnel de santé mentale, comme la thérapie individuelle ou de groupe, ou même de la méditation, la pratique de techniques de gestion du stress et des émotions, sophrologie, l'hypnose, l'auto-hypnose notamment. Je rappelle qu'il y aura un cours sur l'hypnose qui sera donné au sein de l'ESPEC, et d'auto-hypnose bien sûr. D'autres approches aussi psychothérapeutiques qui vont venir travailler sur les émotions pour pouvoir mieux les gérer. Il est également essentiel de se tourner vers des proches ou des amis, évidemment, pas rester seul, hein, des membres de la famille pour obtenir du soutien, de l'écoute, simplement de la compréhension. Lorsqu'on fait face à une douleur émotionnelle, attention, là, par exemple, la communication non violente, où on exprime ses besoins, ce sera importante. Dire à quelqu'un qui est dépressif, hein, que ça va passer, hein, qui doit prendre sur lui, que, allez, il doit se mettre en avant, il doit aller faire du sport, c'est peut-être très sympathique, mais c'est contre-productif. Parce que le système de la personne, quand il est dans une douleur de cet ordre-là, eh bien, il n'est pas en état d'entendre, et pour lui, il va juste entendre qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne prend pas soin de lui, qu'on le laisse seul, en gros, et ce sont des conseils, évidemment, qui vont provoquer une réponse émotionnelle à l'opposition, à l'opposé, pardon, de ce qu'on aurait voulu. Donc, c'est vraiment plutôt une écoute dans la bienveillance. Écoute, je comprends que ton système, ça doit être difficile pour toi. Et donc, ce sont des approches humanistes, par exemple, telles que ce qu'on appelle les approches rogériennes, Colette Portelance, ou toutes les approches qui vont être centrées sur la personne, qui vont faire de la reformulation et qui peuvent aider la personne à se sentir entendue et vue avant de passer par d'autres techniques comme la stimulation de points, la désactivation des croyances bloquantes ou comment dire, la désensibilisation des événements traumatiques qui sont à l'origine de ces croyances ou de ce vécu difficile, de façon vraiment à apaiser le système. Donc, on peut utiliser ce type de technique. Donc, dans les techniques, le tapping, évidemment, c'est une technique. J'ai montré un point spécifique à la douleur. On peut utiliser les techniques d'auto-hypnose. Donc, on va essayer d'amener la personne dans un état modifié de conscience qui va lui permettre de soit de poser une intention de moins percevoir la douleur, par exemple, et de laisser un bémol. Il ne faut pas couper complètement la douleur. Si vous coupez complètement la douleur, ça peut être dangereux. Donc, en hypnose, c'est vraiment important, ou quand vous travaillez sur la douleur, de toujours demander à l'inconscient de ne garder de cette douleur que ce qui nous permet de mieux nous prémunir, de mieux nous préserver d'une plus grande blessure, d'une plus grande douleur. Parce que si vous ne le faites pas, le cerveau peut vraiment totalement effacer la douleur émotionnelle ou physique. Si c'est émotionnel, il y a moins de danger, mais si c'est physique, il y a un danger, parce que ça veut dire que physiologiquement, je suis blessé,
et je pourrais me blesser plus gravement. Et ce sont des choses qui arrivent, hein. Donc, il y a quelques années, 10-15 ans d'ici, une de mes élèves qui avait fait de l'hypnose ailleurs, fait de l'hypnose sur de la douleur avec quelqu'un et oublie de mettre ce bémol, oublie de mettre ce petit red flag, ce petit drapeau rouge en disant, hein, pense à demander à ton inconscient de ne garder de cette douleur que ce qui te prémunit, te préserve d'une plus grande blessure. Elle avait oublié de le faire, la personne était camionneur, assez costaud, il avait un début d'hernie discale en réalité, et donc on l'a coupé de la douleur. Euh, L'élève n'a pas fait attention et la personne est repartie. Il a dû changer des roues de camion, il a pris deux roues sous ses bras, des roues de camion ça pèse un pont, hein. Et donc, évidemment, que s'est-il fait? Il a une rupture du disque, donc hernie discale, blessure aggravée, etc., etc., parce qu'elle avait oublié de le mettre, et donc la personne ne sentait plus du tout la douleur, et du coup, ça a été activé. Euh, je me rappelle aussi la maman des plus jeunes enfants, s'était brûlée avec du thé, donc elle avait mal. Je lui dis, bah, tiens, pense un peu à faire du tapping sur ce qui est là. Donc elle a fait du tapping, mais elle a aussi oublié de demander de ne garder de la douleur que ce qui la préserve. Et 2, 3 jours plus tard, il se fait que je vois son pied et je dis, mais ça a une sale tête, hein, ton pied, là, en l'occurrence, ou c'est un sale pied, ce pied. Je lui dis, est-ce que tu as été voir le médecin ou le pharmacien? Il dit, non, non, je sens plus rien. Je dis, mais écoute, ça nécessite des soins. Donc, c'est pas parce que tu sens plus la douleur qu'il faut pas s'occuper de cette blessure. Donc, elle est allée effectivement chez le médecin. Elle était brûlée au deuxième ou au troisième degré. Donc, il a fallu mettre effectivement des pommades. Donc, quand on traite sur la douleur, toujours demander à l'inconscient de garder de cette douleur ce qui nous préserve d'une plus grande blessure. C'est vraiment très, très, très important. Pensez à mettre vos questions dans le chat, hein, parce que moi, j'arrive tout doucement à la fin de mon speech. Donc, si vous n'avez pas de questions, on aura une réunion plus courte. Alors, les techniques d'auto-hypnose vous permettent d'avoir un état modifié de conscience, mais on va demander euh, à cet inconscient de garder la douleur, ce qu'il faut pour ne pas se blesser plus. Le tapping peut évidemment aider. Tout le tapping peut aider et plus certains points particuliers qui vont accélérer le processus de désactivation de la perception de la douleur, toujours en mettant le même bémol, le même avertissement de garder un peu de la douleur. On peut travailler aussi parfois sur certains réflexes archaïques. Certaines douleurs peuvent être en lien avec des réflexes qui ne sont pas intégrés, qui vont faire que le corps va se bloquer, va se figer de façon plus importante, et ça peut vous bloquer. Alors, je vais vous montrer juste un tout petit chose à l'écran. J'espère que vous allez bien le voir. Mais voilà, si j'enfonce ici mes doigts et que je maintiens mes doigts enfoncés, je mets l'autre main sur le ventre, je dois être capable de repousser mes doigts sans que ma main qui est posée sur le ventre ne bouge. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment le muscle qui repousse vraiment très fort. Si je me mets sur le côté, je vais changer de main peut-être comme ça, voilà. Si j'appuie sur le côté, vous voyez, je vais repousser, le bras ne bouge pas. Vous voyez, voilà. C'est vraiment le muscle qui repousse, ok? C'est pas moi qui lâche, c'est vraiment le muscle qui repousse et j'essaie ici. Voilà. Le diaphragme, normalement, est censé bouger, donc c'est un mouvement du diaphragme. Si vous n'y arrivez pas, ou si vous sentez que c'est tout le ventre qui bouge, ou alors que ça fait il ne se passe rien, c'est que vous êtes figé. Ça veut dire que votre corps n'aura pas la capacité d'éliminer le stress de façon naturelle et que notamment la respiration ventrale ne se fera pas. Ça veut dire aussi que vos côtes flottantes ne peuvent pas bouger parce que tout est figé. Ça va provoquer toute une série de petits soucis, aussi au niveau intestinal notamment. Voilà, donc là, il y a des petits exercices spécifiques à faire. Bon, je ne vais pas les expliquer maintenant parce que voilà, ça fait pas partie de cette conférence, mais tout ça peut générer du stress de fond qui va finir par se transformer en douleur physique, émotionnelle, hein, psychocorporelle dans le système. Donc, toujours très important de bien observer notre corps et la détente, la souplesse, hein, la mobilité du corps, que je puisse tout bouger et m'entraîner pour faire tout cela. Le point de la douleur sur l'oreille, oui, c'est ceci. Donc, vous allez sur voilà, juste en dessous du petit capuchon de l'oreille, vous revenez vers l'avant, c'est au-dessus, avant de l'oreille. Si vous ne le trouvez pas, vous tapez sur Internet YouTube avec mon nom, hein, Yves Wautier, et vous tapez point .remap, donc remap, R-E-M-A-P. Je montre les points remap, donc vous verrez le point de l'oreille sur la vidéo. Je ne sais pas si peut-être faire des liens, Karim, ça serait intéressant de mettre sur les specs des liens qui renvoient vers ces vidéos de points dans les ressources du site de l'ESPEC, si tu veux bien, comme ça, il y aurait des liens, etc. Et je te donnerai, quand je serai au Maroc, il faudrait que je te donne un accès pour que tu puisses mettre certaines vidéos ou des liens vers
vers celle de l'ESPEC sur mon site, si tu veux bien. Alors, est-ce qu'on peut traiter la fibromyalgie avec les réflexes archaïques? Alors, on ne peut pas traiter la fibromyalgie. La fibromyalgie. On peut traiter certains éléments de la fibromyalgie. C'est-à-dire que certaines douleurs peuvent être en lien avec des réflexes qui seront non intégrés ou qui se seraient désintégrés suite à des chocs émotionnels. Et puis à côté de ça, la fibromyalgie, on doit aller rechercher les sources émotionnelles. Et comme je l'expliquais, c'est très souvent de la colère qui n'a pas eu de possibilité d'être entendue ou qui ne pouvait pas être montrée et qui finit par se retourner contre nous. Donc là, il y a vraiment un travail de ciblage sur les aspects émotionnels purs, les aspects situationnels, et puis sur les aspects physiologiques. Et en physiologie, aspect physiologique, on va vérifier certains réflexes, on va apprendre certaines techniques comme le shaking qu'on étudie en self-emotional balancing, par exemple, pour évacuer tout le système nerveux autonome du trop-plein de stress et le système vagal du trop-plein de stress. Et c'est une approche donc, qui va être multifactorielle, qui va être intégrative, parce qu'on a besoin de l'ensemble. La fibromyalgie, ce n'est pas uniquement que physiologique, hein, c'est aussi émotionnel et il faut chercher à travailler les deux aspects. Donc ça nécessite un vrai ciblage. Et si vous n'êtes pas formé, il faut le faire avec un professionnel qui vous aidera ou alors faire une formation qui va vous apprendre à cibler correctement, comme on l'apprend en EFT clinique, en RIMAP ou en SEB. C'est le même ciblage, mais après, les façons de travailler sont différentes. En général, il faut une base d'OFT parce que la base d'OFT va vous donner les bases pour déjà comprendre comment ça fonctionne. Après, se former en RIMAP pour obtenir une autre façon de travailler avec d'autres points qui sont plus réactifs. Et alors, le SEB rajoute en plus l'intégration des parts, des sous-personnalités. Plus vous allez vers les traumas complexes et les troubles de l'attachement, plus vous aurez besoin des trois outils parce que c'est eux trois combinés, plus d'autres techniques qui vont permettre de dépasser tout ça, y compris l'intégration des réflexes archaïques de base, de sécurité, qu'on voit aussi en SEB lorsque vous avez déjà la base EFT et RIMAP. Donc voilà, donc ça c'est important. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la douleur? On peut faire un mini exercice, si vous voulez, d'état modifié de conscience. Et ça s'appelle la spirale sensorielle d'Elisabeth Erickson. C'est la fille de Milton Erickson qui a relancé l'hypnose thérapeutique. C'est un exercice qui est assez simple, que vous pouvez faire déjà pour vous, hein, pour vous-même, tout simplement. Et comme ça, s'il y a des questions, ben, on les fait. Sinon, on va faire l'exercice. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, on aura fini. Je vous souhaiterais un bon appétit. Donc, vous allez simplement, centrez-vous sur votre respiration, d'accord? Pensez à faire le bord des doigts, nous avons déjà vu ça. Donc, le pouce, pardon, va naturellement sur le bord de l'index, le bord du majeur. Vous pouvez stimuler lentement. Si vous pouvez, vous faites même une stimulation alternée gauche-droite lente. Restez 2-3 secondes sur chaque point. Puis vous changez de côté et de point. Puis on change de doigt et de côté. Je rechange de côté, je change de doigt, etc. D'accord? À cette vitesse-là. Centrez-vous sur votre respiration. Si c'est possible, mettez-vous en cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Si vous sentez que le rythme est trop lent ou trop rapide, adaptez. Faites 6-6 ou 4-4, mais même temps d'inspire, même temps d'expire. Je sais qu'il existe plein d'autres techniques de respiration, mais c'est celle-ci qui nous intéresse parce que c'est elle qui va amener la cohérence cardiaque. Pas les respirations en carré ou en escalier, c'est pas la même chose. Donc 5-5 idéal ou adapté 4-4, 6-6. Allez-y. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Allez-y doucement. Voilà. Et j'aimerais que, tout en stimulant le bord des doigts aussi, ou en tenant un point, si c'est compliqué de respirer et de tapoter, vous pouvez tenir le point et masser doucement. J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous portiez votre attention sur votre respiration. Prenez le temps d'observer la température de l'air que vous inspirez. Et peut-être serez-vous étonné d'observer que la température de l'air que vous inspirez est un peu plus fraîche, y compris sur votre visage, que la température de l'air que vous expirez et qui était réchauffée par son trajet dans les poumons. Portez votre attention sur les sons environnants. Peut-être le son de ma voix, le passage d'une voiture, les bruits habituels de votre maison, de là où vous vivez, où vous habitez. Pensez à la couleur
de vos chaussures, le chant des oiseaux, de la mer, de là où vous vous trouvez. La sensation des vêtements sur votre corps, les odeurs particulières qui vous entourent. Laissez passer les pensées comme si c'était des nuages dans le ciel et qui s'éloignent, emportés par le vent. Le passage d'une voiture au loin. Et vous pouvez vous détendre de plus en plus profondément, comme si vous descendiez un escalier intérieur. Et à chaque marche que vous le descendez, il y a un peu plus de détente, un peu plus de calme, sans avoir besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Peut-être la couleur de vos yeux, la position de vos pieds par rapport à votre posture ici et maintenant. À votre rythme. Le chant de l'oiseau que l'on vient d'entendre, les roucoulements, la position de vos mains, la température de vos chaussures autour de vos pieds ou de vos chaussettes, ou du sol si vous êtes pieds nus. À chaque marche de cet escalier, plus de détente, plus de calme, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire. Et prenez un petit moment pour observer dans votre corps comment vous vous sentez. Donc, ce qu'on vient de faire pendant 5 minutes, c'est ce qu'on appelle la spirale sensorielle. Si je continue comme ça, normalement, vous allez basculer vers un état modifié de conscience. Bon, moi, par exemple, je sentais qu'il y avait plus d'espace entre mes prises de parole. Hein, j'étais en train de m'auto-hypnotiser. Donc, quand vous avez l'habitude de le faire, ça va être de plus en plus rapide. Vous pouvez aussi poser une intention, par exemple. Demandez à votre inconscient, quand vous êtes dans cet espace-là, de diminuer la perception de la douleur au seuil qui vous convient. Une autre façon aussi de faciliter l'accès à ce type d'état, vous pouvez faire ceci. Vous prenez une orange, une mandarine, ce que vous voulez, et vous allez la laisser rouler sur votre front, sur votre crâne dégarni comme le mien, ou pas. Et vous imaginez que cette petite balle flotte à l'arrière du crâne, hein, 10-12 cm au-dessus, vers l'arrière. Si vous faites cette expérience, vous allez percevoir que vous allez sentir comme un pétillement, comme une sorte de bulle, petite bulle fraîche autour du cerveau qui est en train d'apparaître. En gros, vous venez de passer en onde alpha, vous venez de passer en mode modifié de conscience. Et c'est un état déjà qui est proche de l'état d'hypnose. Et donc, c'est une façon, c'est une technique que vous pouvez mettre en place pour basculer vers l'auto-hypnose et à nouveau demander à votre inconscient de diminuer le seuil de douleur au niveau qui vous convient le mieux pour pouvoir justement éviter une trop grande souffrance, mais non pas non plus l'éliminer complètement pour ne pas vous blesser plus, parce que vous ne feriez plus attention. Donc, ce sont deux petites techniques, spirale sensorielle ou ce qu'on appelle le tangerine, hein, la mandarine, voilà, on la laisse rouler, ou vous imaginez hein, qu'elle roule et vous la laissez flotter là vers l'arrière, 10-12 cm au-dessus, et vous allez voir ce que ça génère comme sensation. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, oula, là c'est une grande question. Donc, merci Ibatala. Alors,
Si par exemple une personne n'a pas l'énergie nécessaire pour accomplir des tâches simples, pour sortir ou même pour être de bonne humeur, ben donc ce que tu décris, c'est un état dépressif de prime abord. Si cette personne se sent simplement bloquée, même si la motivation ou l'envie sont présentes, quel pourrait être le problème et quelles sont certaines techniques à utiliser pour aider dans ce cas? Comment secouer cette sensation d'être constamment bloqué? De ne pas être capable d'accomplir des tâches simples, même si l'on est conscient de son état, conscient d'être bloqué et conscient qu'il faudrait agir, mais qu'on n'y arrive pas. Bon, ici, la première chose, c'est déjà se faire aider, hein. Donc, si la personne n'a pas la capacité à ce moment-là de se faire aider, enfin, de le faire par elle-même, voir si dans son environnement direct, quelqu'un aurait suffisamment d'écoute que pour l'aider à démarrer, ou c'est vraiment aller voir quelqu'un, un professionnel. Pourquoi? Parce que ce que tu décris, c'est un état soit de figement, hein, très costaud. Ça peut être par la non-intégration de réflexes archaïques. Donc ça, il faut les tester. Et puis, si c'est le cas, il y a des petits exercices à faire. Il est possible que la personne ait du mal à les faire au début. C'est pour ça que l'environnement sera intéressant pour avoir un soutien ou un suivi plus psy, plus thérapeutique, pour qu'au début, ça puisse être fait en session également pour démarrer la machine. Dans ce que tu décris, il peut aussi avoir un aspect dépressif, hein, donc plus de joie de vivre, plus d'énergie, de raplapla. Ça peut être parfois des symptômes de stress post-traumatique, auquel cas, ben, l'histoire de vie de la personne, l'anamnèse avec la ligne du temps, c'est une technique particulière d'anamnèse qui permet de repérer les vraies blessures des symptômes, hein, donc de différencier les symptômes des événements traumatisants, donc des fameux exilés dont on parle en Ego States. Donc là, on va cibler et on va aller travailler sur les sources de ça pour dégager cette énergie qui est bloquée, qui est occupée par de la souffrance ou parce qu'elle est en demande de reconnaissance ou que sais-je. Et donc cette énergie, au lieu d'être dans le circuit de la vie, ben, elle est immobilisée. Je rappelle, ça fait partie des piliers du fonctionnement de la médecine traditionnelle chinoise. L'énergie doit être en circulation et pas figée, bloquée, et elle doit être à sa juste place. Donc, on va toujours veiller à ce que l'énergie circule. L'énergie, c'est aussi nos pensées, c'est notre capacité à nous occuper de nous, c'est la bienveillance qu'on a vis-à-vis de soi. Donc ici, dans ce que tu décris, ben, il y a probablement besoin d'une aide extérieure dans un premier temps pour déclencher, en sachant que les techniques qu'on apprend, qu'on enseigne et qu'on utilise sont des techniques qui sont très autonomisantes. Donc elles vont laisser la personne s'autonomiser au plus vite qu'il en est capable, sans forcer. Donc voilà. Par contre, il y a d'autres techniques où, par exemple, on n'autonomise pas la personne du tout. En psychanalyse, par exemple, on analyse, mais la personne peut rester dans son mental si on ne va pas travailler sur les aspects plus physiologiques ou plus dynamiques. La personne va rester bloquée parce qu'il n'y a pas nécessairement des activations des traumas en psychanalyse et certainement pas des traumas complexes ou des troubles de l'attachement, si ce n'est intellectuellement. Mais souvent, on va renforcer les parties contrôle quand on fait ça, les parties mentalisées, et dans certains types de cas, ça va renforcer la blessure plutôt que la détente. Donc ici, les approches plus intégratives, qui intègrent psycho et corporelles, sont en général plus efficaces dès que vous touchez des blessures d'attachement et à des traumas complexes. Donc ici, voilà, il faudrait voir ça, Ibatala, comment on peut faire, mais de prime abord, elle a besoin d'une aide externe dans un premier temps, qui va lui permettre de, un, réexpliquer pourquoi il est bloqué, qu'est-ce qui bloque, deux, donc, parce que si on lui donne la capacité de comprendre ce qui se passe, ça va déjà l'aider à mieux récupérer une distance émotionnelle, mais après, il faut sortir de la mentalisation, parce que sinon, bah, ça entretient de nouveau le mental, et c'est pas toujours une très bonne idée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'en prie, hein, Ibatala, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'arrive tout doucement à la fin de ma présentation. Donc, dans les techniques, le tapping, évidemment, on peut travailler sur les aspects psychosomatiques, on peut travailler sur les aspects physiologiques, on peut travailler sur les aspects purement émotionnels, psychiques, hein, psychologiques, et on va combiner des techniques de tapping, de respiration, d'hypnose, d'auto-hypnose, de sophro, bref, toutes les techniques qui vont permettre de diminuer oui, les formations sont toujours avec des certificats, toujours. Donc, ce sont des formations certifiantes, voilà, ou diplômantes en fonction de l'outil, par exemple. Donc, par exemple, les techniques qu'on enseigne, c'est des techniques qui sont reconnues au niveau international, hein, le l'EFT clinique, RIMAP, Self-Motion Balancing, par exemple. Et je suis formateur certifié dans chacune de ces techniques, ou voire même fondateur dans SEB. Donc, il y a toujours un certificat ou une certification à la clé. Voilà, donc pour tout ça, vous pouvez joindre l'aspect. Je vois que Karim vient de remettre dans le chat toutes les informations.
faire copier-coller si vous voulez les informations, n'hésitez pas. Il y aura certainement une autre série de conférences qui seront données, je pense, en juin, avant ma venue au mois de juillet. Puisque je reviens en juillet, je viens ici du 7 au 21. Alors, vous avez parlé des signes pour savoir qu'une personne est dans la phase du passage à l'acte. En gros, les signes, c'est justement des pensées récurrentes de il n'y a pas de solution, tout tourne en rond, un état dépressif déclaré, une tristesse de fond qui augmente, pas de perspective d'avenir, le trou noir, la personne pense que tout est foutu, qu'elle s'en sortira jamais, qu'elle est maudite ou que sais-je. Ce sont des signes de cet ordre-là. La non-réponse au niveau émotionnel, l'isolement, donc ça fait partie aussi des symptômes de stress post-traumatique, hein, l'isolement, le désintéressement par rapport aux relations sociales, aux tâches qu'elle faisait habituellement, auxquelles elle prenait plaisir. Donc, ne fait plus d'activité sportive, ne voit plus du monde. Enfin, voilà. Donc, ce sont tous des symptômes de cet ordre-là. Donc, il peut y en avoir encore d'autres, hein, mais et notamment le changement de médication. Donc, il faut faire attention parce que ça peut permettre de désinhiber des parties qui ne passeraient pas à l'acte et du coup, parfois, le système en profite pour passer à l'acte. Le FT et les points RIMAP, donc ce sont des techniques qui sont complémentaires. Ce ne sont pas les mêmes points de stimulation, ce n'est pas la même façon de travailler. On a besoin des deux en réalité. Il y a une partie, en EFT, vous allez apprendre une partie notamment dans le ciblage. Euh, les points RIMAP sont des points qui permettent de descendre plus vite ou plus profondément dans des réseaux de souvenirs. Les points EFT sont des points plus faciles en autonomisation de la personne pour vos patients. Les points RIMAP, le patient, s'il les utilise, finira par les utiliser lui-même, mais vous allez voir que voilà. Bref, il y a des intérêts différents dans les techniques. En EFT, on va parler tout le temps ou quasiment tout le temps. En RIMAP, on va laisser faire le système en fonction des points, des émotions, de ce qu'on a ciblé. Et le recadrage aussi est une technique que j'ai établie il y a maintenant une quinzaine d'années déjà au niveau clinique. Donc, il y a un recadrage très, très spécifique en cinq étapes. Et puis, avec les points RIMAP, on a aussi le champ visuel RIMAP. On n'a pas que la simulation des points, il y a aussi une partie champ visuel qui vient complémenter ce que vous avez pu apprendre. Si vous avez appris le MDR, c'est complètement complémentaire parce que ça vient répondre à tous les manquements de l'EMDR dans le champ visuel. Donc, c'est une technique qui peut remplacer le MDR ou qui vient la complémenter si vous êtes formé, avec des façons de rentrer dans les réseaux de souvenirs qui sont différentes, qui permettent d'aller s'associer pour des personnes fortement dissociées, donc coupées. C'est une façon, une technique supplémentaire d'accéder aux réseaux de souvenirs. Et après, avec SEB, ben là, on apprend en plus les techniques pour travailler sur les parts, les sous-personnalités, donc les ego states, c'est donc les traumas les plus complexes avec les blessures d'attachement. Mais on a donc besoin à la fois de l'EFT, du RIMAP, du champ visuel, et puis finalement de SEB. C'est vraiment une construction. Il faut comprendre que même si vous êtes formé en EFT ou en RIMAP, il faut vraiment avoir les deux pour pouvoir profiter de SEB le plus efficacement possible. Voilà. Et donc, chaque technique a des points d'intérêt supplémentaires. C'est plus pour les professionnels, évidemment, que pour les particuliers. Pour les particuliers, vous pouvez faire l'EFT, vous pouvez faire RIMAP seul. Voilà, si vous n'accompagnez personne d'autre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez accompagner les gens, il vaut mieux faire les formations complètes parce que vous aurez plus d'outils. En sachant que chaque formation sont données en 5 jours, ce qui est déjà un peu peu. Normalement, il faudrait faire plein de journées de pratique pour que vous puissiez vraiment assimiler les outils. Ce sont des modules qui sont proposés par après pour ceux qui veulent approfondir, faire des pratiques et des pratiques supervisées. Mais c'est important de comprendre que, voilà, pour certains, c'est facile, mais pour d'autres, ça nécessite quand même une mise en place et une pratique régulière. Voilà. Euh, je pense que j'ai fini. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, merci à tout le monde, choukran. Donc, il faut que je me mette déjà euh, à l'arabe puisque j'arrive mardi. Donc, choukran, choukran. Voilà, donc voici un chouïa plus d'explications, comme on dit, sur la douleur. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé ou que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée. Et à tout bientôt, j'espère. Et merci Karim pour ton aide technique. Merci Nawal pour cette invitation. Et au plaisir de se voir dans 3 jours. Hein, maintenant, on se rencontre. OK? Merci Yves. Voilà. Donc, je vais couper.
Et enfin, moi, je vais sortir. Karim, je te laisse couper ou je coupe moi-même? Je coupe, ok, parfait. Alors, je mets fin à la réunion pour tous. Donc, bye bye, au revoir à tout le monde. Bye Merci. bye.